À Thanksgiving, mon père a porté un toast, une fille est médecin, l'autre est femme de ménage, puis il a ri avec les 14 personnes présentes. Quand ma mère a essayé de porter à nouveau un toast à ma sœur, je me suis levé lentement. Ce que j'ai dit ensuite. Personne ne pouvait le croire. L'une de mes filles est médecin, l'autre est femme de ménage, a annoncé mon père, levant son verre devant 14 invités lors de notre dîner de Thanksgiving en famille. Puis il a ri. Et ensuite, ils ont tous ri. Ma fille de 8 ans était assise juste à côté de moi. Elle a tiré ma manche et a chuchoté, « Maman, est-ce que c'est mal d'être femme de ménage ?» Ce fut le dernier Thanksgiving où je suis restée silencieuse, car ce que j'ai dit ensuite devant chaque personne à cette table a tout changé, y compris mon père. Il n'a plus jamais organisé de dîner de fête depuis. Mais avant de vous raconter ce que j'ai dit cette nuit-là, vous devez comprendre ce qui s'est passé au cours des 6 années précédentes. Et pourquoi l'homme que mon père s'efforçait tant d'impressionner tout au long de la soirée était la seule personne dans cette pièce qui savait déjà exactement qui j'étais. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je m'appelle Théa O'Neill. J'ai 31 ans. Je suis une mère célibataire. Et depuis 6 ans, ma famille m'appelle la femme de ménage. Maintenant, laissez-moi vous ramener au printemps il y a 6 ans, la semaine où je suis rentré à la maison avec rien d'autre que 2 valises et ma fille de 2 ans sur la hanche. Le trajet de Richmond à Millbrook prend environ 2 heures si vous ne vous arrêtez pas. Je me suis arrêté 3 fois parce que Lily n'arrêtait pas de pleurer. Elle avait 2 ans. Elle ne comprenait pas pourquoi papa n'était pas dans la voiture. Honnêtement, moi non plus. Mon ex-mari est parti un mardi, a vidé le compte courant le mercredi, a déposé une demande de divorce à l'adresse de sa mère le jeudi. Le vendredi, j'étais sur le porche de mes parents à Millbrook, Virginie, tenant un sac à langer et le peu de dignité qu'il me restait. Mon père a ouvert la porte. Il a regardé les valises, puis moi, puis Lily. Le cottage derrière est vide, a-t-il dit. C'est temporaire. N'en faites pas une habitude. Pas de câlin. Pas de « ça va ?» Juste des conditions. Le cottage faisait 300 pieds carrés, une chambre, une kitchenette, une salle de bain avec une douche qui devenait froide après 4 minutes, mais il était sur la propriété de mes parents, et il n'y avait pas de bail, pas de paperasse, juste la parole de mon père. À l'époque, je ne pensais pas que cela importait. En une semaine, je frappais aux portes, nettoyais des maisons, $15 de l'heure en espèces, tandis qu'une voisine gardait Lily. Je frottais des baignoires, passais la serpillière sur des planchers en bois, organisait des garde-manger pour des femmes qui avaient la vie que je pensais avoir à présent. Le même mois, Meredith, ma sœur aînée, a terminé sa résidence en dermatologie. Mes parents ont organisé un dîner pour 20 personnes. Je suis arrivé en retard parce que j'étais encore en train d'essuyer de l'eau de Javel sur mes mains chez une cliente de l'autre côté de la ville. Richard, mon père, n'a pas manqué l'occasion. Il s'est tenu à la tête de la table et a dit assez fort pour que chaque invité l'entende, « Désolé, Théa est en retard. » Elle frottait la baignoire de quelqu'un. Tout le monde a ri. Meredith a détourné le regard. Je me suis assise et n'ai pas dit un mot. C'était la première fois. Ce ne serait pas la dernière. En fait, les blagues n'ont pas commencé quand je suis revenu à la maison. Elles avaient commencé bien avant mon départ. En grandissant, Meredith était celle qui bénéficiait de cours de préparation au SAT, de camps des TAP, de visites universitaires à Duquesne-UVA. Quand elle a été acceptée en médecine, mon père a pris un deuxième prêt hypothécaire pour couvrir ses frais de scolarité. Chaque centime, sans hésitation. Quand ce fut mon tour, il m'a assise à la table de la cuisine et a dit, « Le community college est amplement suffisant pour quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. » J'entends encore cette phrase quand je ferme les yeux. Je suis allé au Blue Ridge Community College. J'ai payé moi-même, en faisant la serveuse, la babysitter, et en nettoyant l'église le dimanche. J'ai obtenu mon diplôme en 2 ans avec les honneurs. Personne n'est venu à la cérémonie. Chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque brunch de Pâques, mon père nous présentait de la même manière, « Voici ma fille, la docteure Meredith O'Neill Hartley. » Puis il se tournait, presque comme une idée après coup, « Et voici Théa. » Pas Théa, qui a obtenu son diplôme avec les honneurs. Pas Théa, qui élève un enfant seul. Juste Théa.
Ma mère ne l'a jamais corrigé une seule fois. Quand j'en parlais, Patricia soupirait et pressait ses doigts sur ses tempes. Ton père ne veut que le meilleur pour vous deux. Ne sois pas si sensible. Voici ce que personne à ces tables de fête ne savait. L'école de médecine de Meredith coûtait 400 000 $. Mon père en a couvert environ la moitié. Le reste, des prêts fédéraux, 180 000 $ de dettes que Meredith portait encore silencieusement, invisiblement, tandis que tout le monde l'appelait la réussie. Mais à la table des O'Neill, l'image était tout, et mon image avait déjà été décidée pour moi. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Cela s'est passé comme la plupart des choses quand on est désespéré, non pas avec un plan, mais avec une routine. Au cours de ma 2e année à Millbrook, j'avais nettoyé plus de 60 maisons. Et j'ai commencé à remarquer quelque chose. La vallée de la Shenandoah était pleine de propriétés de vacances, de grandes propriétés appartenant à des gens qui vivaient à DC ou à Richmond et qui venaient peut-être 4 fois par an. Ces maisons avaient besoin de plus que d'un simple nettoyage. Elles avaient besoin de gestion, jardinier, calendrier d'entretien, rotation des clients, quelqu'un qui pouvait accompagner un plombier à la porte d'entrée à 7 heures du matin et fermer après le traiteur à minuit. Personne ne le faisait bien. J'ai déposé une demande de LLC, créé un site web à 2 heures du matin pendant que Lily dormait, nommé l'entreprise Magnolia Estate Service. Cela semblait plus grand que ce que c'était, ce qui à l'époque n'était que moi et un ordinateur portable d'occasion. J'ai signé mes 3 premiers contrats immobiliers le même mois. Pas énorme, mais réel. J'en ai parlé à ma mère. J'étais excité. J'ai dit, maman, je viens de signer 3 clients. Je suis en train de construire quelque chose. Patricia a hoché la tête. C'est bien, ma chérie. Meredith vient d'être invitée à parler lors d'une conférence de dermatologie à Boston. Je suis resté dans la cuisine, mon téléphone à la main, la confirmation de contrat toujours ouverte, et j'ai compris complètement, finalement, définitivement, que rien de ce que je construirais n'aurait jamais d'importance dans cette maison. Je pourrais guérir le cancer et ma mère demanderait si Meredith l'avait guéri en premier. Cette nuit-là, après que Lily fut endormie, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu avec un indicatif régional 540. Bonjour, dit la voix. Je suis Gloria. Je suis la sœur de votre père et je pense que nous devons parler. J'ai failli laisser tomber le téléphone car dans cette famille, Gloria Ashford était un nom que l'on ne prononçait pas à voix haute. Mon père avait une sœur, au passé, du moins selon sa version. Gloria Ashford a divorcé de son mari 10 ans avant mon appel. Dans une ville comme Millbrook, où le Rotary Club ouvrait encore les réunions par une prière et où les couples qui se séparaient déménageaient dans d'autres comtés, cela suffisait à devenir un scandale. Mais Gloria n'a pas déménagé. Elle est restée, a ouvert un magasin d'antiquités sur Birch Street, a vécu seule et aimait ça. Richard l'a complètement coupée, nous a dit qu'elle était une honte pour le nom de la famille. Je ne lui avais pas parlé depuis une décennie. J'ai entendu parler de vous par un client commun, a dit Gloria devant un café la semaine suivante. Sa boutique sentait le cèdre et les vieux livres. Une femme dont vous gérez la maison du lac. Elle n'arrêtait pas de parler de vous. Les petites villes. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Gloria n'a pas perdu de temps. Je veux investir dans votre entreprise. 15 000 $, pas un prêt. Des capitaux propres, parce que quelqu'un aurait dû croire en vous il y a longtemps. Je l'ai regardé fixement. 15 000, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 derniers mois combinés. Je ne fais pas ça pour énerver votre frère, a-t-elle ajouté comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Alors pourquoi? Parce que je sais ce que c'est d'être effacé d'une famille pour avoir choisi sa propre vie, elle a posé sa tasse. Ça vous dit quelque chose? J'ai pris l'argent, embauché 2 employés à temps partiel, et commencé à gérer les opérations comme une vraie entreprise, au lieu d'une lutte de femmes seules. Avant de partir, Gloria a dit quelque chose qui est resté avec moi, la famille devrait être un lieu sûr, Théa, pas une cage. Puis elle a fait une pause, il y a quelque chose que je sais sur ton père que tu ne sais pas, mais pas encore. Je suis rentré chez moi avec plus de questions que de réponses et un chèque qui allait tout changer. 2 ans. C'est le temps qu'a duré le calme. À 27 ans, j'avais 5 employés, 8 propriétés sous contrat et une réputation grandissante dans la vallée. Magnolia était encore petite, mais elle était réelle. J'ai réinvesti chaque dollar, acheté une vraie camionnette de travail, imprimé des cartes de visite avec un logo.
Lily m'a aidé à choisir un magnolia blanc sur fond vert foncé. Je vivais toujours dans le cottage, toujours sur la propriété de mon père, toujours sans bail. C'est à ce moment-là que Richard a décidé de me le rappeler. C'était un dîner du dimanche, le seul genre que mes parents organisaient sans invité. Pain de viande, purée de pommes de terre, Meredith et Donald à travers la table, Lily coloriant dans un coin. Au milieu du repas, Richard a posé sa fourchette. Ce terrain à l'arrière vaut quelque chose maintenant, a-t-il dit. Détendu, comme s'il commentait la météo. Je pourrais avoir besoin de réorganiser les choses. J'ai levé les yeux. Réorganiser les choses? Comment? Ne t'inquiète pas, sache juste que rien n'est permanent. La pièce est devenue silencieuse. Meredith a fixé son assiette. Donald a bu une longue gorgée d'eau. Patricia s'est affairée avec la salière. Personne n'a dit un mot. Parce que dans cette famille, quand Richard faisait une déclaration, ce n'était pas une conversation. C'était un verdict. Plus tard cette nuit-là, après que Lily fut couchée, Patricia m'a appelé. Sa voix était tendue, à mi-chemin entre l'excuse et l'instruction. Quelqu'un est venu voir la propriété la semaine dernière, a-t-elle dit. Un promoteur? Mon estomac s'est noué. Quel promoteur? Je ne connais pas les détails. Ton père s'occupe de ces choses. Une pause. Ce n'est probablement rien. Je n'aurais pas dû le mentionner. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le bord de mon lit dans le cottage, sur un terrain qui ne m'appartenait pas, dans une maison sans bail, et j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. J'ai commencé à chercher une location, quelque chose près de l'école de Lily, quelque chose que je pouvais me permettre. Le problème avec Millbrook, c'est que c'est une petite ville avec un marché immobilier tendu. Les locations de 3 chambres près de l'école primaire Jefferson étaient presque inexistantes, et celles qui étaient disponibles coûtaient 2 fois ce que je pouvais me permettre sans retirer d'argent de l'entreprise. Patricia l'a découvert en une semaine. Dans une ville de cette taille, l'agent immobilier que j'avais appelé était la fille de son ami. Le téléphone a sonné à 8 heures du matin. Tu cherches des appartements? La voix de Patricia tremblait. Tu vas nous enlever Lily. Maman, je n'enlève personne. Ton père sera dévasté après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai eu envie de demander ce qu'ils avaient fait exactement, mais je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, Richard a appelé. Pas de préambule. Si tu déménages, tu es seul, complètement. Sa voix était neutre, factuelle. Ne t'attends pas à ce que nous gardions Lily le week-end. Ne t'attends pas à des invitations à Thanksgiving. Tu es sérieux. Je suis pratique. Il savait exactement où appuyer. Lily appelait mes parents tous les soirs avant de se coucher. Elle dessinait des images du jardin de grand-père. Elle comptait les jours entre les visites. Couper cette connexion n'était pas quelque chose que je pouvais faire à ma fille, et il le savait. Alors, j'ai arrêté de chercher. Je ne restais pas parce que j'étais faible. Je restais parce que partir au mauvais moment m'aurait coûté tout ce que j'avais construit. Dans une petite ville, Richard O'Neill était respecté. Si je partais, il présenterait ça comme un abandon. La fille ingrate qui nous a enlevé notre petite fille. Ce récit atteindrait tous les clients potentiels dans un rayon de 20 miles. Je devais être assez forte pour que, lorsque je partirais enfin, je n'ai plus besoin de rien de lui. Ni de son terrain, ni de sa garde d'enfant, ni de sa version de l'histoire. Ce jour n'était pas encore là, mais il allait arriver. Les premières fissures sont apparues chez Lily. Son institutrice m'a convoqué un mercredi. Madame Patterson, une femme gentille, 20 ans en CE2. Lily est silencieuse au déjeuner, a-t-elle dit. Les autres enfants lui ont demandé ce que sa maman faisait comme travail. Elle n'a pas répondu. Elle a juste haussé les épaules et détourné le regard. Je me suis assise dans cette petite chaise en plastique et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma fille, 8 ans, apprenant déjà à avoir honte de moi. Cette nuit-là, j'ai bordé Lily et elle a demandé, « Maman, tu aimes ton travail ?» « J'adore mon travail, bébé. » Alors pourquoi grand-père le dit toujours bizarrement? J'ai embrassé son front et éteint la lumière. Puis je suis allé à la cuisine, me suis assise à la table et j'ai fixé le mur pendant 1 heure. Ce n'était plus à propos de moi. Les blagues de Richard, sa petite performance à chaque fête,
elle s'infiltrait dans les os de ma fille. Elle avait 8 ans, et elle apprenait déjà que sa mère ne valait pas la peine d'être fière. La même semaine, une opportunité s'est présentée dans ma boîte de réception. Un nouveau développement de luxe dans la vallée, 12 maisons de vacances, un contrat de gestion de services complet. Le propriétaire cherchait une seule entreprise pour gérer tout. Valeur annuelle 340 000 $. Assez pour doubler mes revenus, assez pour embaucher une équipe complète, assez pour quitter le cottage pour de bon. J'ai appelé Gloria, lui ai parlé de l'opportunité et de Lily. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, la peur est aussi un propriétaire, Théa, et le loyer ne cesse d'augmenter. Cette nuit-là, j'ai décroché le téléphone et composé le numéro du promoteur. 2 sonneries. Une voix a répondu. Ferme, professionnel, sans hâte. Frank Callaway, Callaway Développement. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai présenté mon projet. Frank Callaway n'a pas dit oui au premier appel. Il a dit, envoyez-moi votre portfolio. Alors, je l'ai fait. Chaque photo de propriété, chaque référence client, chaque rapport d'entretien que j'avais jamais déposé, je l'ai formaté comme une femme qui avait quelque chose à prouver, parce que c'était le cas. 3 jours plus tard, Frank a rappelé. J'ai demandé autour de moi, a-t-il dit. 3 propriétaires différents dans la vallée m'ont dit la même chose, si vous voulez que ce soit bien fait, vous appelez Magnolia. Nous nous sommes rencontrés à son bureau à Staunton le lundi suivant. Je portais le seul blazer que je possédais, celui qui sentait encore légèrement les produits de nettoyage à sec parce que je ne l'avais fait nettoyer qu'une seule fois. Frank m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux et a dit, vous êtes une personne de valeur, Théa. Faisons ça. J'ai signé un contrat de gestion de 2 ans pour 3 propriétés, la phase initiale de son développement. Du coup, Magnolia est passé d'une entreprise unipersonnelle à une entreprise avec une véritable infrastructure. J'ai embauché 4 nouvelles personnes ce mois-là. La même semaine, à la maison, la tuile est tombée. Richard m'a convoqué dans son bureau. La pièce sentait le tabac à pipe et le vieux cuir. La pièce où il faisait des proclamations, pas des requêtes. J'ai besoin que tu signes des papiers, a-t-il dit. Quel papier? Un accord stipulant que tu quitteras le cottage d'ici mars. Mars? C'est dans 4 mois. Beaucoup de temps. J'ai regardé le document sur son bureau. En-tête professionnelle, langage juridique, une date de départ imprimée en gras. Pourquoi? J'ai dit. Il s'est adossé. Parce que c'est ma propriété, c'est pourquoi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé ce document et j'ai remarqué le nom d'un cabinet d'avocats, pas un avocat de famille, un cabinet spécialisé dans l'immobilier commercial. Quelqu'un était en train d'acheter ce terrain. Je ne signe rien ce soir, ai-je dit. Je vais d'abord le lire. Je suis sorti. Mes mains étaient fermes. Mon cœur ne l'était pas. L'approche de Patricia était toujours plus douce. C'est ce qui la rendait pire. Elle m'a invité à prendre le thé le lendemain matin. La cuisine sentait la camomille. Elle avait sorti les bonnes tasses, celles avec les bords dorés, une offre de paix enveloppée dans de la porcelaine. Ton père est sous beaucoup de stress, a-elle commencé, les yeux humides, les mains jointes. La performance d'une mère inquiète répétée à la perfection. Ses investissements n'ont pas bien marché. Il doit vendre ce terrain, Théa, alors pourquoi ne m'a-t-il pas simplement parlé? Nous parlons. Tu n'écoutes juste pas. J'ai posé ma tasse. Vous me demandez de déménager ma fille de la seule maison stable qu'elle ait connue en 4 mois sans me dire pourquoi jusqu'à ce que je le découvre par moi-même. L'expression de Patricia a changé. La douceur s'est estompée. Meredith ne rendrait jamais les choses aussi difficiles. Meredith ne vit pas dans un cottage sur le terrain de papa. Exactement. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que Meredith a fait quelque chose d'elle-même. Les mots ont atterri comme une gifle. Non pas parce qu'ils étaient cruels. J'avais entendu pire, mais parce qu'ils venaient de ma mère. La femme qui me tressait les cheveux avant l'école. La femme qui était censée être un refuge. Je me suis levé. J'ai laissé le thé sur la table. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste refermée derrière moi, ce qui, d'une certaine manière, a semblé plus bruyant.
Cette nuit-là, assise sur le porche du cottage pendant que Lily dormait, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Meredith, pouvons-nous parler en privé? J'ai regardé l'écran longtemps. Ma sœur ne m'avait pas envoyé de SMS depuis plus d'1 an. Pas pour mon anniversaire, pas pour celui de Lily, pour rien. Et maintenant, de nulle part, elle voulait parler. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas encore quelle partie. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Wensboro, à 20 minutes de Millbrook, assez loin pour que personne ne rapporte. Meredith avait l'air différente. Pas mal, exactement, juste réduite. Ses cheveux étaient tirés en arrière, pas de boucle d'oreille. La posture confiante que j'avais grandi en enviant s'était adoucie en quelque chose de plus proche de l'épuisement. Elle a commandé un café noir. J'ai commandé la même chose. Nous nous sommes assises près de la fenêtre et pendant 1 minute entière, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a dit, « Donald veut divorcer. » J'ai cligné des yeux. Depuis quand? Depuis juillet. Nous avons fait semblant pendant 4 mois. Pourquoi me le dis-tu? Elle a regardé sa tasse. Parce que tu es la seule personne dans cette famille qui sait ce que c'est de recommencer. Je ne m'attendais pas à ce que ça frappe aussi fort. Meredith, la fille en or, celle dont le nom ouvrait chaque toast, était assise en face de moi dans un café, me demandant comment survivre. Un autre silence, puis plus doucement, je sais qu'il te traite différemment. Je n'ai jamais rien dit. J'aurais dû. Je ne lui ai pas dit que c'était bien parce que ça ne l'était pas. Combien de dettes portes-tu, ai-je demandé à la place. Elle a tressailli. 180 000 prêts fédéraux. Donald gérait les paiements. Si nous nous séparons, elle s'est tue. Je pouvais deviner le reste. Elle a demandé si je connaissais un bon avocat en divorce. Je lui ai donné un nom, le même que j'avais utilisé il y a 5 ans. Elle l'a écrit sur une serviette, l'a plié dans son sac à main, et pendant un instant, elle a ressemblé exactement à la jeune femme effrayée de 19 ans dont je me souvenais avant que la faculté de médecine ne la transforme en un titre. Je n'ai pas eu pitié d'elle, mais je ne me suis pas non plus sentie satisfaite. Je me suis juste sentie fatiguée. En rentrant chez moi, j'ai pensé à l'ironie de la situation. Les 2 filles au Nil assises dans des cafés, essayant de comprendre comment survivre aux hommes qui les avaient déçues. À ce moment-là, je n'arrêtais pas de me demander, si Meredith était aussi en train de s'effondrer, pourquoi mes parents avaient-ils si désespérément besoin de cette image parfaite? Pourquoi avaient-ils passé des décennies à construire une famille vitrine alors que personne à l'intérieur n'allait vraiment bien? Pensez-vous que c'est de l'amour ou simplement la peur de ce que les voisins pourraient dire? J'aimerais vraiment connaître vos pensées. Laissez-les en commentaire. 3 mois avant Thanksgiving, c'est là que l'appel téléphonique est arrivé. Magnolia avait grandi, 12 employés, 15 propriétés de luxe à travers la vallée de la Shenandoah. Les revenus avaient franchi la barre des 2 millions plus tôt cette année-là, et je gérais une véritable opération, logiciel de planification, équipe en uniforme, revue client trimestrielle. La fille qui frottait les baignoires pour 15 $ de leur signer maintenant des contrats pendant le déjeuner. Personne dans ma famille ne connaissait l'ampleur. Pour eux, j'étais toujours Théa, celle qui nettoie les maisons. Puis un journaliste a appelé. « Bonjour, mademoiselle O'Neill. Je suis du Shenandoah Business Journal. Nous faisons un reportage sur les entrepreneurs locaux de moins de 35 ans. Votre nom est apparu 3 fois de différentes sources. 3 personnes différentes m'avaient recommandé. Pas Meredith, pas les contacts rotariens de mon père. Moi. J'ai accepté l'interview à une condition, s'il vous plaît, ne mentionnez pas ma famille ou mes antécédents personnels. Il s'agit de l'entreprise. La journaliste, une jeune femme nommée Kelsey, a passé 2 heures avec moi dans l'une des propriétés que je gérais. Elle a pris des photos de l'équipe au travail. Elle a posé des questions sur les revenus, la stratégie de croissance, la fidélisation de la clientèle. Elle m'a traité comme une PDG, parce que c'est ce que j'étais. Ce numéro paraît la semaine de Thanksgiving, a dit Kelsey en rangeant ses affaires. Vous recevrez une copie anticipée. Thanksgiving. Le timing semblait presque poétique. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai pas prévenu Meredith. La seule personne à qui j'ai dit était Gloria, qui a écouté au téléphone puis Harry, un rire chaleureux, surpris. Eh bien, a-t-elle dit,
ça va faire des vacances intéressantes. Pour la première fois en 6 ans, quelqu'un s'intéressait à mon travail, non pas comme une blague, mais comme une réussite. Et j'ai gardé ce sentiment en moi, discrètement, blotti dans ma poitrine comme une allumette allumée dans une pièce sombre, en attendant. 2 semaines avant Thanksgiving, j'étais dans la cuisine de la maison principale, aidant Patricia à trier sa liste d'invités quand Richard est entré, torse bombé, tenant son téléphone comme un trophée. « Devinez qui vient à Thanksgiving » a-t-il dit. Patricia a levé les yeux. Qui? Frank Callaway. Il a prononcé le nom comme s'il annonçait une royauté. Frank Callaway, propriétaire du Callaway Development Group, le plus grand promoteur résidentiel de la vallée de la Shenandoah. Richard avait tourné autour de Frank pendant des mois, essayant de finaliser la vente de son terrain. C'est ma chance, a poursuivi Richard. Callaway à notre table. Bonne nourriture, bon vin, bonnes impressions. Pour le nouvel an, l'accord est conclu. Je me tenais au comptoir, une cuillère de service à la main, et j'ai senti mon sang se glacer. Frank Callaway, l'homme avec qui j'avais un appel vidéo régulier tous les mardis à 9 h du matin. L'homme dont je gérais les propriétés depuis 2 ans. L'homme qui m'appelait l'opératrice la plus fiable de la région. Mon père n'avait jamais demandé le nom de mon entreprise. Il n'avait jamais visité mon bureau. Il ne m'avait jamais cherché sur Google. Et Frank. Frank n'avait aucune raison de connaître mon nom de jeune fille, ni que la femme qui dirigeait Magnolia Estate Service rentrait chez elle le soir dans un cottage de 300 pieds carrés derrière la maison de son père. 2 mondes séparés sur le point de se rencontrer à la même table de dîner. Je me suis excusé, suis retourné au cottage, et j'ai appelé Gloria. Frank Callaway vient à Thanksgiving, ai-je dit. Papa l'a invité. Un battement de silence. Puis Gloria a expiré lentement. Eh bien, a-t-elle dit, cela va être très intéressant. Qu'est-ce que je fais? Rien. Tu n'as rien à faire, Théa. La vérité finit toujours par se révéler d'elle-même. Puis elle a ajouté, presque par hasard, j'ai mes propres projets pour Thanksgiving cette année. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'aurais probablement dû. Le lundi avant Thanksgiving, mon père m'a convoqué à nouveau dans son bureau. Cette fois, le document était différent. Plus épais, notarié d'un côté, un accord de déménagement avec une date limite imprimée. 1er mars. Signe ça avant Thanksgiving, a dit Richard. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout derrière son bureau, comme un homme habitué à dominer les gens. Après ça, j'impliquerai un avocat. J'ai pris les papiers, lus lentement. Conditions de déménagement, renonciation à toute réclamation sur la propriété, et enfoui à la 2e page, le prix de vente, 410 000 $. Richard vendait le terrain où je vivais, le terrain que Lily connaissait comme sa maison. J'ai tourné la dernière page et j'ai vu le nom de l'acheteur, Callaway Development Group. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai cru que j'allais vomir. Mon père vendait la propriété à mon plus gros client. Le même homme qui l'avait invité au dîner de Thanksgiving. Le même homme qui ne savait pas que le cottage que Richard avait promis vide abritait moi et ma fille chaque nuit. J'ai regardé Richard. Il m'a regardé en retour. Imperturbable, indifférent, comme un homme qui avait déjà gagné. Tu as dit à Frank que le cottage était vide, ai-je dit. Pas une question. Il le sera, parce que tu me forces à partir. Parce que je prends une décision commerciale. J'ai posé les papiers sur son bureau. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas discuté. J'ai juste marché vers la porte. Théa. Sa voix s'est durcie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai tourné la poignée. Ce n'est pas moi qui rends ça difficile, papa. Je suis allé au cottage, j'ai fermé la porte, me suis assise par terre et j'ai appelé mon comptable, puis mon avocat, puis Gloria. Thanksgiving était dans 5 jours. Et pour la première fois en 6 ans, je ne le redoutais pas. J'étais prête. Le matin de Thanksgiving, l'air sentait la cannelle, le romarin et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Peut-être la crainte. Je me suis réveillé tôt, j'ai habillé Lily de sa robe en velours côtelé vert, celle avec les petites feuilles brodées. Elle a tournoyé devant le miroir et a demandé, « Je suis jolie, maman ? » « Tu es parfaite. Grand-père sera-t-il gentil aujourd'hui ?» Je me suis agenouillé,
j'ai brossé une mèche de cheveux derrière son oreille. Je ne sais pas, bébé, mais je serai juste à côté de toi tout le temps. À 9 heures, j'étais dans la cuisine de mes parents. Tablier mis, cheveux relevés, main dans une dinde. Comme chaque année. Patricia m'a assigné la cuisine parce que Meredith doit se préparer. Comme si rôtir un oiseau de 20 livres et préparer 4 accompagnements de A à Z n'était pas un travail qui méritait d'être préparé. Meredith est arrivée à midi. Coiffure parfaite, boucle d'oreilles en perles, cachemire couleur crème. Donald la suivait, silencieux, portant une bouteille de vin comme un homme portant sa propre pierre tombale. Les invités sont arrivés au compte-gouttes. Tante Carole et oncle Jim, les Warren d'à côté, le pasteur David et sa femme Ruth, le cousin Ray de Richard et sa femme, 2 couples du Rotary Club, puis à 12h30, un SUV noir s'est garé dans l'allée. Frank Callaway et sa femme Donna. Richard a pratiquement sprinté jusqu'à la porte d'entrée, poignée de main, tape sur l'épaule. Frank, bienvenue. Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. Frank est entré, poli, posé. Il a balayé la pièce du regard. Puis il m'a vu debout dans l'embrasure de la cuisine, tablier mis, cheveux tirés en arrière, de la sueur sur les tempes après 3 heures de cuisine. Patricia est intervenue. Oh, c'est Théa, notre fille cadette. Elle est à la maison. Frank a hoché la tête poliment. Un éclair de quelque chose a traversé son visage. De la reconnaissance, peut-être, mais ça a passé. Il est allé au salon et Richard l'a conduit par la porte arrière pour visiter le terrain, mon terrain. Le dîner a commencé à 14 heures. 14 personnes autour d'une table dressée avec la meilleure porcelaine de Patricia, les assiettes blanches avec le bord bleu qui ne sortait que les jours de fête. Bougies allumées, serviettes pliées, tout arrangé pour ressembler à une famille qui avait tout réglé. Richard se tenait à la tête de la table, tapant son verre avec une fourchette. « Je veux rendre grâce, a-t-il dit, sa voix portant cette chaleur de sermon du dimanche qu'il mettait pour la compagnie, pour cette famille, pour cette maison, et surtout pour ma Meredith, la docteure Meredith O'Neill Hartley, qui nous rend tous si fiers. » Applaudissements, chaleureux, automatiques, comme applaudir à l'église. Meredith a souri, serré, entraîné. À côté d'elle, Donald fixait son assiette. Sa mâchoire était serrée. Personne ne l'a remarqué. Richard n'avait pas fini. Et bien sûr, Théa. Il a fait une pause, a laissé le moment passer, a souri. Une fille est médecin, l'autre est femme de ménage. Il a ri, ce rire bas et suffisant que j'avais entendu 100 fois. Quelques personnes ont ri avec lui. Le cousin Ray, l'oncle Jim, le genre de rire nerveux et réflexe qui remplit l'espace quand personne ne sait quoi faire d'autre. La plupart de la table est devenue silencieuse. Le pasteur David a baissé les yeux sur sa serviette. Ruth a serré les lèvres. Donna Callaway a bougé sur sa chaise. Frank, assis 3 chaises à ma droite, n'a pas ri. Il a regardé mon père, puis il m'a regardé. Sous la table, la main de Lily a trouvé la mienne. Ses petits doigts étaient froids. Je les ai serrés. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas réagi. Pas encore. Mais j'ai senti le regard de Frank rester sur moi un battement de plus qu'il n'aurait dû. Comme un homme essayant de se souvenir d'un visage. Comme une pièce de puzzle flottant juste au-dessus de la bonne fente. Il n'avait pas fait le lien. Pas encore. Mais la soirée était jeune. Après le plat principal, après que la dinde fut découpée et les accompagnements passés et que tout le monde ait repris, Patricia se leva. Elle tenait son verre comme une femme sur le point de recevoir un prix. « Je veux juste ajouter mon petit toast, dit-elle, sa voix douce comme du miel. À Meredith, la lumière de notre famille. Nous sommes si bénis. » Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas mentionné Lily. La table a murmuré son approbation, plus de tintements, plus de sourires dirigés vers Meredith, qui maintenant semblait vouloir disparaître dans le papier peint. Et puis, dans le silence après que les verres furent reposés, vint une petite voix, « Maman. » Lily, assise juste à côté de moi, les yeux grands ouverts, humide et confus. « Maman, pourquoi grand-père dit que tu n'es qu'une femme de ménage ?» La table se figea. Chaque fourchette s'arrêta. Chaque souffle retenu. Est-ce que c'est mal d'être femme de ménage? 8 ans,
demandant devant 14 adultes si le travail de sa mère la rendait inférieure. Patricia se reprit la première. Lily, chérie, grand-père plaisantait juste. Lily regarda sa grand-mère, mais personne ne rit. Silence, le genre qui a du poids. J'ai regardé ma fille, cette petite personne courageuse et honnête qui venait de dire à voix haute ce qu'aucun adulte à cette table n'avait eu le courage de dire. J'ai regardé Frank Callaway, qui observait avec quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. J'ai regardé mon père, toujours debout à la tête de la table, verre à la main, son sourire s'estompant, et quelque chose en moi, quelque chose qui avait été plié, étiré et piétiné pendant 6 ans, pendant 20 ans, pendant toute ma vie, s'est finalement, doucement brisé. Non pas brisé en morceaux, brisé libre. J'ai posé ma serviette sur la table, poussé ma chaise en arrière et je me suis levé. La chaise a raclé le parquet. Toutes les têtes se sont tournées. J'ai regardé ma fille d'abord, puis j'ai parlé. Lily, être femme de ménage n'est pas mal. Tout travail honnête est un bon travail. Ma voix était calme, posée, comme je parle à mes clients, pas comme je parlais à mon père. Mais puisque grand-père l'a évoqué, laissez-moi vous dire ce que maman fait réellement. Le sourire de Richard s'évanouit. Théa, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. Tu en as fait le moment, papa. Je n'ai pas élevé la voix. Pas besoin. Tu t'es levé devant 14 personnes et tu m'as défini. Maintenant, je me définis moi-même. La pièce était sans air. La main de Patricia alla à sa gorge. Les yeux de Meredith s'écarquillèrent. J'ai commencé par nettoyer des maisons, ai-je dit, regardant Lily, mais parlant à chaque personne à cette table. C'est vrai. Je n'en ai pas honte. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai laissé un battement de silence passer. J'ai bâti une entreprise. Elle s'appelle Magnolia Estate Service. Je gère 15 propriétés de luxe à travers la vallée de la Shenandoah. J'ai 12 employés à temps plein. Et l'année dernière, mon chiffre d'affaires a été de 2,3 millions de dollars. Rien, aucun son, aucun mouvement, juste 14 personnes recalculant tout ce qu'elles pensaient savoir de moi. Le visage de Richard. Je ne l'oublierai jamais. La couleur s'est drainée de ses joues comme si quelqu'un avait tiré une prise. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. Patricia, Théa, pourquoi faites-vous une scène? Je ne fais pas de scène, maman. Je finis le toast de papa. Puis, de l'autre bout de la table, j'ai entendu un verre être posé lentement, délibérément. Frank Callaway me fixait, non pas avec surprise, mais avec reconnaissance. Le genre qui vient quand le dernier cylindre d'une serrure se met enfin en place. Attendez, a-t-il dit. Frank s'est levé. Pas vite, pas de façon dramatique. La façon dont un homme se lève quand quelque chose d'important doit être dit, et qu'il n'est pas du genre à crier. Théa O'Neill, a-t-il dit. Vous êtes la propriétaire de Magnolia Estate Service. Tous les yeux dans la pièce passèrent entre nous. Oui, monsieur Callaway. Frank se tourna vers mon père. Son expression avait changé, la confusion polissait dans la place à quelque chose de plus dur. Richard, vous ne m'avez pas dit que votre fille dirige Magnolia. La bouche de mon père a bougé, mais rien n'est sorti. Elle gère tout mon portefeuille de Shenandoah depuis 2 ans. 3 propriétés, contrat de service complet. La voix de Frank était neutre, factuelle. La façon dont quelqu'un parle quand il choisit ses mots avec soin parce que les mauvais mots causeraient des dommages. Elle est l'une des meilleures opératrices de la région. Richard a agrippé le dossier de sa chaise. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Frank répéta platement. Pas une question. Un verdict. Richard, mardi dernier, vous m'avez dit que votre cadette était entre 2 emplois. La pièce a inspiré. Entre 2 emplois. Oncle Jim l'a répété à voix basse. Tante Carole a couvert sa bouche. Le pasteur David a fermé les yeux. Patricia a essayé de rattraper le coup. Nous avons toujours su que Théa était travailleuse. Frank ne l'a pas regardé. Il regardait toujours Richard, et Richard regardait la nappe comme s'il pouvait y disparaître. Vous m'avez invité chez vous, a dit Frank doucement. Vous avez présenté votre fille comme la femme de ménage, et tout ce temps, c'est elle la personne à qui je confie un portefeuille valant plus que toute cette rue. Personne n'a bougé.
Personne n'a parlé. Je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme regarder un mur s'effondrer et réaliser que j'avais été derrière lui toute ma vie. Lily a tiré ma main. J'ai baissé les yeux. Maman a-t-elle chuchoté. C'est l'homme de tes appels du mardi? J'ai presque ri. Oui, bébé, c'est lui. La sonnette a retenti. Le timing était si précis qu'il en paraissait presque mis en scène, mais ce n'était pas le cas. Gloria avait toujours eu le sens des entrées dramatiques, probablement la seule chose qu'elle et Richard avaient en commun. Patricia a ouvert la porte. Son visage est devenu blanc. Gloria Ashford se tenait sur le porche dans un manteau bleu marine, tenant une bouteille de vin dans une main et un magazine dans l'autre. Ses cheveux argentés étaient attachés et elle souriait comme une femme qui avait attendu 10 ans ce moment précis. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Richard se brisa. « Tu n'étais pas invité. »« Je sais. » Gloria entra. Ses yeux balayèrent la pièce, les invités figés, les couverts éparpillés, les 14 visages qui semblaient avoir collectivement oublié comment respirer. « Mais j'ai apporté quelque chose pour ma nièce. » Elle passa devant Patricia, devant Richard, directement à la table. Elle posa le journal économique du Shenandoah à plat sur la nappe blanche, juste entre la sauce au canneberge et la saucière. Puis elle l'ouvrit sur la double page consacrée. Une page entière avec une photo de moi debout devant une propriété en pierre, les bras croisés, le logo Magnolia sur la camionnette derrière moi. Le titre, Magnolia Estate Service, comment une mère célibataire a bâti une entreprise de 2,3 millions de dollars à partir de rien. Le magazine passa de main en main. Tante Carole, Pasteur David, Ruth, Donna Callaway, qui le lut 2 fois. La femme de Ray le tint à la lumière comme si elle inspectait un diamant. Richard se tenait à la tête de la table et regarda sa soirée soigneusement construite se désintégrer. Gloria regarda son frère, non pas avec cruauté, mais avec quelque chose de plus proche du chagrin. « Tu as été si occupé à avoir honte de ta fille, dit-elle, que tu n'as pas vu ce qu'elle est réellement devenue. » Richard ne dit rien. Pour la première fois en 63 ans, Richard O'Neill n'avait absolument rien à dire. Frank ramassa le magazine, lut le premier paragraphe, le reposa. Puis il se tourna vers Richard avec l'expression d'un homme dont le contrat vient d'être renégocié sans son consentement. Richard, sa voix était mesurée. Le terrain que vous me vendez, c'est le terrain sur lequel vit votre fille. La mâchoire de Richard se crispa. C'est une affaire distincte. Votre fille est-elle déplacée à cause de notre accord? Silence à nouveau. Mais ce silence avait des crocs. J'ai parlé, non pas fort, non pas avec satisfaction, juste clairement, j'ai vu le contrat sur son bureau la semaine dernière. Il m'a demandé de signer un accord de déménagement avant Thanksgiving. Le prix de vente est de 410 000 $. Et il vous a dit que le cottage était vide. Frank s'adossa à sa chaise. Il se frotta le front d'une main. Richard, je ne fais pas affaire de cette façon. Frank, c'est une affaire de famille. C'est devenu mon affaire au moment où vous m'avez menti. Frank secoua la tête. Vous m'avez dit que ce cottage était vacant. J'ai basé mon offre là-dessus. La table s'était brisée en une douzaine de réactions privées. Tante Carole chuchotait à Jim. La femme du pasteur David agrippa le bras de son mari. Les Warren avaient l'air de regarder un accident de voiture au ralenti. Et puis, de l'extrémité silencieuse de la table, Donald Hartley parla. « Je suis désolé, dit-il. » Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des semaines. Mais ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Meredith regarda son mari. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Non pas de l'amour, non pas du pardon, mais peut-être le fantôme de la raison pour laquelle il s'était choisi en premier lieu. Elle tendit la main sous la table et prit la sienne. La pièce était en ruine. Non pas à cause des cris, non pas à cause de la violence, juste à cause de la vérité, debout au milieu d'une table de Thanksgiving, refusant de se rasseoir. Frank se leva. Il boutonna sa veste, un petit geste délibéré qui, d'une certaine manière, en disait plus que n'importe quel discours. Richard, je vais devoir suspendre nos discussions concernant le terrain. Sa voix était cordiale, professionnelle, définitive. J'ai besoin d'y réfléchir. Tout le monde à cette table comprit. Suspendre voulait dire finir.
La façon dont nous devrions parler signifie que c'est déjà fini. Richard essaya, Franck, discutons en privé. Nous avons parlé en privé. Franck redressa ses manchettes. C'est là le problème, semble-t-il. Il se tourna vers moi. Un léger hochement de tête. Pas chaleureux, pas froid. Professionnel. D'un propriétaire d'entreprise à un autre. Théa, je vous appelle lundi. Nous avons du travail à faire. Oui monsieur. Merci. Franck posa sa main sur le dos de Donna. Elle se leva, ramassa son sac à main, et ils sortirent par la porte d'entrée sans regarder en arrière. En 5 minutes, le pasteur David et Ruth s'excusèrent. Lève-toi demain, dit David, mais ses yeux s'attardèrent sur Richard avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. Les Warren suivirent, puis Ray et sa femme. La valse des excuses tourna et tourna, mal de tête, long trajet, volto, jusqu'à ce que la table qui avait accueilli 14 personnes n'en compte plus que 6. Richard était assis sur sa chaise. Le patriarche à la tête d'une table vide. Son verre était encore plein. Son assiette était intacte. L'homme qui avait ouvert la soirée avec un toast et un rire était maintenant assis dans un silence si épais qu'on pouvait entendre les bougies se consumer. 410 000 $ partis. Sa réputation dans une communauté qui valorisait la réputation par-dessus presque tout, brisée. Non pas parce que je l'ai attaqué, non pas parce que je l'ai humilié, mais parce que j'ai dit la vérité. Et la vérité a fait ce qu'elle fait toujours quand on a menti assez longtemps. Elle s'est présentée. La maison était silencieuse maintenant, les plats intacts, les bougies vacillantes, 6 personnes dans une pièce qui semblait plus vide que zéro. J'ai soulevé Lily de sa chaise. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a posé sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait quand elle avait 2 ans. À l'époque où je l'ai portée dans cette maison sans rien. Je me suis dirigé vers l'endroit où Richard et Patricia étaient assis. Pas près, juste assez près. Je serai parti du cottage d'ici la fin du mois. Richard a levé les yeux. Non pas parce que vous l'avez demandé, ai-je dit. Mais parce que j'aurais dû partir il y a longtemps, Théa. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne suis pas en colère, papa. J'ai fini d'attendre que tu me voies. Le visage de Patricia se froissa. Les larmes vinrent. De vraies cette fois, pas celles qu'elle utilisait comme monnaie. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipité pour les essuyer. J'ai regardé Meredith. Elle était assise les mains à plat sur la table, le mascara légèrement estompé, le bras de Donald touchant toujours le sien. Elle a rencontré mon regard et a hoché la tête. Petit, pas de mots nécessaires. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Gloria se tenait sur le porche. Elle n'était pas entrée pour la fin. Elle avait attendu dehors, les mains dans les poches de son manteau, regardant le ciel de novembre s'assombrir. Mon salon est assez grand, dit-elle simplement. Beaucoup de place pour 2. Lily leva la tête et regarda Gloria. Tu es la dame qui m'envoie des cartes d'anniversaire? Gloria sourit. Chaque année, ma chérie. J'ai attaché Lily dans son siège auto, fermé la porte, me suis assise au volant. Dans le rétroviseur, la maison est devenue plus petite. La lumière du porche a vacillé. Personne n'est venu nous saluer. J'ai respiré, une respiration profonde, assez profonde pour remplir chaque recoin de mes poumons. Pour la première fois en 6 ans, dans une ville comme Millbrook, on n'a pas besoin d'Internet. On a l'église. Le dimanche, 3 jours après Thanksgiving, l'histoire avait parcouru tous les bancs, toutes les pauses café, toutes les conversations sur le parking après le service. 14 invités signifiaient 14 foyers, et chaque foyer en a parlé à 5 autres. À la fin de la semaine, toutes les personnes qui avaient serré la main de Richard O'Neill lors d'une réunion du Rotary savaient ce qui s'était passé à sa table de dîner. Les retombées furent spécifiques et mesurables. Le pasteur David appela Richard directement. Je pense qu'il est préférable que vous vous retiriez du comité de collecte de fonds cette année, Richard. Concentrez-vous sur votre famille. Traduction, ne montrez pas votre visage. Le groupe auxiliaire féminin de Patricia, celui qui organisait la collecte de fonds de Noël chaque décembre, l'informa poliment que nous prenons une direction différente avec la direction cette année. La femme qui délivra le message raconta à une amie, qui raconta à sa coiffeuse,
qui me dit « Nous avons besoin de personnes qui élèvent d'autres femmes, Patricia ». Le journal économique du Shenandoah paru ce mercredi-là. L'article de Kelsey figurait avec ma photo sur la couverture secondaire. Au cours de la semaine, 3 propriétaires que je n'avais jamais contactés se sont adressés à Magnolia. J'ai lu l'article, a dit chacun, comme un mot de passe. Madame Patterson, l'institutrice de Lily, m'arrêta à la sortie de l'école. Je l'ai vue, dit-elle, brandissant le magazine. J'ai toujours su qu'il y avait plus en vous que ce que cette ville vous accordait. Au supermarché, à la station-service, à la poste, les gens me regardaient différemment. Non pas avec pitié, non pas avec la condescendance polie à laquelle je m'étais habitué, mais avec quelque chose de nouveau, le respect. Et Richard, qui avait bâti toute son identité sur le fait d'être l'homme le plus respecté de sa rue, a cessé d'aller à l'église, a cessé d'aller au Rotary, a cessé de répondre à son téléphone. Le silence de la grande maison était assourdissant. Meredith appela 2 jours après Thanksgiving, non pas pour s'excuser au nom de nos parents, non pas pour arranger les choses. Donald se sépare, dit-elle. J'ai dit à maman et papa hier soir. Comment l'ont-ils pris? Une longue pause. Maman a dit, ça ne peut pas arriver. D'abord Théa, maintenant toi. La voix de Meredith se brisa sur le mot d'abord, comme si elle l'entendait pour ce qu'il était vraiment. Pas de l'inquiétude, mais un inventaire. Patricia ne pleurait pas la douleur de sa fille. Elle comptait ses pertes. Et papa, rien. Il est juste resté assis là. Je pense qu'il n'a plus de discours. J'ai imaginé la scène. Richard à son bureau, le patriarche qui avait perdu son public et sa scène la même semaine. Un homme qui avait passé des décennies à jouer le rôle de père pour d'autres personnes et n'avait jamais appris à le faire en privé. Meredith a commencé à m'appeler plus souvent après ça. Pas de longues conversations, de courtes, gênantes, honnêtes. Comment as-tu fait ça à 24 ans, a-t-elle demandé un soir. Mal, mais je l'ai fait. Elle a ri. Un vrai rire, le genre que je n'avais pas entendu d'elle depuis que nous étions enfants, partageant une chambre et chuchotant après minuit. J'ai toujours pensé que tu étais la plus courageuse, a-t-elle dit doucement. J'étais juste celle avec le diplôme au mur. Je ne l'ai pas corrigée parce qu'elle avait raison. Non pas sur le courage, mais sur le diplôme. C'est tout ce que ça avait toujours été. Un diplôme au mur dans une maison où l'image était toute et l'amour était conditionnel. Nous n'étions pas soudainement proches. Il y avait trop de silence entre nous pour cela. Mais quelque chose avait changé, comme 2 arbres qui avaient poussé dans des directions différentes, découvrant enfin que leurs racines se touchaient encore sous terre. Ce n'était pas une fin de film. C'était un appel téléphonique un mardi soir. Et c'était suffisant. L'appel arriva 2 semaines après Thanksgiving. Je faisais la vaisselle dans la cuisine de Gloria quand mon téléphone s'illumina. Papa. J'ai séché mes mains. J'ai répondu. Théa. Sa voix était différente. Pas plus douce exactement, mais plus petite, comme si quelqu'un avait baissé le volume d'un haut-parleur qui avait hurlé pendant 63 ans. Salut, papa. Tu as fait passer ton message. Pouvons-nous passer à autre chose? Je me suis appuyé contre le comptoir. Passer à quoi exactement? La chose de Thanksgiving? Ce n'était pas une chose, papa. C'était 14 personnes qui te regardaient humilier ta propre fille pendant qu'elle cuisinait ton dîner devant son enfant. Silence. Le genre qui s'étire si longtemps qu'on peut entendre l'autre personne respirer. Je n'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès de te faire prendre. Il y a une différence. Plus de silence. J'entendais une horloge tiquer de son côté. La vieille horloge grand-père dans le couloir. Celle qui était là depuis que j'avais 4 ans. L'accord foncier est tombé à l'aube, dit-il. Plus doucement maintenant. Frank s'est retiré. Je sais. J'ai des problèmes, Théa, financièrement. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait t'aider. La partie qui était sa fille. La partie qui se souvenait de lui m'apprenant à faire du vélo dans cette allée, tenant la selle jusqu'à ce que je puisse tenir en équilibre. Mais je n'allais pas sauver un homme qui avait passé 6 ans à me noyer. Quand tu seras prêt à parler, à vraiment parler. Je serai là. J'ai gardé ma voix calme. Pas froide, pas chaleureuse, juste claire.
Mais je ne m'assiérai plus à une table où ma fille apprend à avoir honte de sa mère. Il ne répondit pas. La ligne fut coupée. Je suis resté longtemps dans la cuisine de Gloria, téléphone à la main, fixant le vide. Lily courait dans le couloir, poursuivant le chat de Gloria, riant. Ce son était suffisant. Il le fallait. À la mi-décembre, la maison de ville commençait à ressembler à un foyer. C'était une location de 2 chambres sur Maple Street, à 8 minutes de l'école de Lily, à 12 du bureau de Magnolia. Pas luxueuse, mais propre. Le premier matin, Lily est entrée dans la cuisine en pyjama, tenant une pile de photos. Elle les avait découpées dans l'album de famille que j'avais apporté. Le cottage, le jardin, le porche de la maison principale. Elle a scotché une photo sur le réfrigérateur. C'était de Pâques il y a 2 ans. Lily sur les genoux de Richard, tous deux riant. Je les regardais. Ma fille avait inclus tout le monde, ses grands-parents, Meredith, même Donald. Elle n'avait effacé personne. Je ne l'ai pas enlevé parce que les limites ne consistent pas à faire semblant que les gens n'existent pas. Elles consistent à choisir à quelle distance ils peuvent se tenir. Cette semaine-là, Frank Callaway a appelé, non pas au sujet du terrain, mais des affaires. J'agrandis le portefeuille, a-t-il dit. 2 nouveaux développements dans le comté de Rockingham. Je veux que Magnolia gère les 2, et je vous ai recommandé à 2 collègues. En janvier, les projections de revenus pour l'année à venir ont atteint 3,4 millions de dollars. J'ai embauché 3 personnes de plus, je suis passé d'un bureau à domicile à un vrai bureau, un magasin transformé sur Main Street avec le logo Magnolia peint sur la vitre. Gloria venait tous les dimanches. Elle apportait de la tarte au pacan, s'asseyait sur le sol du salon avec Lily et construisait des châteaux Lego structurellement douteux mais architecturalement ambitieux. Un dimanche, Lily leva les yeux de son château et dit « Maman, j'ai dit à mon ami aujourd'hui que tu dirigeais toute une entreprise. » Elle a dit « C'est vraiment cool. » J'ai souri. « Que as-tu dit ?» J'ai dit « Je sais, c'est ma maman. » Je me suis tourné vers la fenêtre pour que Lily ne me voie pas pleurer, mais Gloria a vu et elle a juste hoché la tête. La façon dont quelqu'un hoche la tête quand il a attendu longtemps que quelque chose de bien arrive enfin. Le divorce de Meredith fut prononcé en février. Elle loua un appartement d'une chambre à Charlottesville, la première fois de sa vie qu'elle vivait seule. Pas de colocataire, pas de mari, pas de chambre d'amis chez les parents pour se réfugier. Juste elle, un futon et une boîte de menus à emporter. Elle m'appela le premier soir. « Je suis terrifiée, dit-elle. Comment as-tu fait ça à 24 ans ? Mal, dis-je, vraiment mal. J'ai brûlé du riz pendant 6 mois. Elle rit. Je ris. C'était le genre de rire qui n'arrive qu'entre des gens qui se sont vus au pire et ont décidé d'être là quand même. Maman a appelé, dit Meredith après un moment. Elle est contrariée qu'aucune de nous ne soit rentrée pour Noël. C'est son choix d'être contrariée. Nous ne devons de performance à personne. Une pause. Quand es-tu devenu si sage ? Ce n'est pas de la sagesse. C'est du tissu cicatriciel. Meredith resta silencieuse un instant. Tu sais ce dont j'étais jalouse ? Pas de ton entreprise. Pas de l'argent. Alors de quoi ? De la façon dont tu te fichais de ce qu'il pensait. J'ai passé toute ma vie à jouer pour papa. Les notes, le diplôme, le mariage, chaque choix que je faisais était une ligne dans son discours, et pendant tout ce temps tu vivais juste. Je me souciais de ce qu'il pensait, dis-je. Je n'avais juste plus de place pour le montrer. Nous avons parlé 1 heure de plus de rien, de tout. L'école de Lily, la patience de Meredith, une recette de poulet au citron que ni l'une ni l'autre ne parvenait à réussir. Ce n'était pas la relation de sœurs d'un film Hallmark. C'étaient 2 femmes d'une trentaine d'années qui apprenaient à se connaître pour la première fois sans le tableau de score de leurs parents suspendu entre elles. C'était désordonné. C'était réel. Et honnêtement, c'était la meilleure conversation que j'ai eue depuis des années. La lettre arriva en mars. Pas un courriel, pas un SMS, une enveloppe manuscrite dans ma boîte aux lettres, du genre avec un timbre légèrement de travers, comme quelqu'un qui n'avait pas posté de lettres depuis des années. Je reconnus l'écriture, serrée, penchée, tout en majuscules. Mon père écrivait de la même manière sur les cartes d'anniversaire quand j'étais enfant, à l'époque où il les envoyait encore. Je m'assis sur les marches du porche. Lily était à l'école.
La rue était calme. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule carte, de couleur crème. Aucune sentimentalité achetée en magasin. Juste 6 mots à l'encre bleue, Théa, j'ai lu l'article. Papa. 6 mots. Pas de je suis désolé. Pas de j'avais tort. Aucune explication. Aucune excuse, aucune mention de l'accord foncier ou de Thanksgiving ou des années de blagues qui avaient coupé plus profondément qu'il ne le comprendrait jamais. Juste j'ai lu l'article. J'ai tenu la carte longtemps. Je l'ai retournée. Rien au dos. Une partie de moi voulait l'appeler. La partie fille. La partie qui se souvenait du poids de sa main sur mon épaule quand j'ai appris à faire du vélo, comment il tenait jusqu'à ce que je dise que j'étais prête. Et comment il a lâché prise exactement quand je l'ai demandé. Mais je n'ai pas appelé. J'ai posé la carte sur la table de la cuisine, à côté d'un vase de magnolia que Gloria avait apporté la veille. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas encadré. Je l'ai juste laissé là comme une porte entr'ouverte, pas grande ouverte. Peut-être que cela prendrait des années. Peut-être que cela n'arriverait jamais. Une conversation complète. De vraies excuses. Le genre qui ne commence pas par « pouvons-nous passer à autre chose », mais par « je vois ce que j'ai fait ». Mais ma paix ne dépend plus de son timing. Ces 6 mots n'étaient pas suffisants, mais ils étaient ses premiers. Et ma paix ne dépend pas de son second. Je croyais qu'à force de travailler dur, d'être suffisamment performante, mes parents finiraient par changer. Comme s'il existait un chiffre magique, un chiffre d'affaires, une couverture de magazine, un titre assez prestigieux pour débloquer leur approbation. Mais voici ce que j'ai appris, on ne peut pas obtenir l'amour de personnes qui ne sont pas prêtes à le donner. Tout ce que vous pouvez faire, c'est arrêter de laisser cette absence vous définir. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes encore assis à une table où vous êtes la risée, qu'avez-vous fait? Ou qu'auriez-vous souhaité faire? Dites-le moi en commentaire. Je vous raconte cette histoire depuis le porche de ma maison de ville sur Maple Street. C'est un jeudi soir. Lily est à l'intérieur, faisant ses devoirs à la table de la cuisine, celle que nous avons choisie ensemble chez l'antiquaire de Gloria. Le logo Magnolia sur la fenêtre de mon bureau capte la lumière lorsque je passe en voiture tous les matins. 12 employés sont devenus 16. Les recommandations de Franck sont devenues des contrats à long terme. L'article de magazine a mené à un prix d'entreprise locale. Et le mois dernier, une femme a appelé de Richmond. Elle avait trouvé Magnolia en ligne et a dit « J'ai entendu parler de vous par ma cousine. Elle a dit que vous aviez commencé de rien. » Je ne l'ai pas corrigé, car rien n'est pas le bon mot. J'ai commencé d'un cottage de 300 pieds carrés, d'une fille de 2 ans et d'une famille qui me prenait pour une blague. Ce n'est pas rien. C'est tout. Juste dirigé dans la mauvaise direction. Je ne raconte pas cette histoire par vengeance. Je ne cherche pas à faire passer mon père pour quelqu'un de mal. Il l'a fait lui-même devant 14 témoins, un jour de fête censé être dédié à la gratitude. Je raconte cette histoire parce que quelque part, en ce moment, quelqu'un regarde ceci à 2 heures du matin, allongé dans son lit, se demandant s'il a le droit de dire « ça suffit ». Se demandant si établir une limite avec les personnes qui vous ont élevé vous rend ingrat, égoïste ou dans l'erreur. Ce n'est pas le cas. Établir une limite n'est pas une trahison. C'est la première chose honnête que vous puissiez faire dans une relation bâtie sur le silence. Et si personne ne vous l'a dit, votre travail compte. Vos efforts comptent. Vous n'avez pas besoin d'un titre, d'un toast ou de la permission de qui que ce soit pour être fier de qui vous êtes. Lily et moi mangeons de la glace sur les marches du porche. Le soleil se couche. Elle a du chocolat sur le menton et elle rit pour absolument rien. C'est ce que la liberté a comme son. Si cette histoire vous a touché, aimez et partagez-la. Pas pour moi, mais pour la prochaine personne qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de personnes réelles qui se sont levées quand rester silencieux aurait été plus facile. Et si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, le lien est juste là dans la description. Je pense que vous vous y connecterez aussi. Merci d'avoir été là avec moi ce soir. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.